Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez. Vous suivez votre émission hebdomadaire Le Jury du dimanche qui reçoit en ce jour Monsieur Amadou Kanouté. Il est le directeur exécutif de l'ONG SICODEV Afrique, l'acronyme ou le diminutif de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. SICODEV est une association mise en place depuis 2007 et basée ici à Dakar. Organisation donc de la société civile, elle joue sur plusieurs tableaux et milite, comme on l'a déjà dit, pour une citoyenneté active, des consommateurs avertis, ainsi que le développement durable. Le directeur exécutif que nous recevons a déjà occupé des postes de responsabilité dans plusieurs organisations de la société civile, mais également comme Greenpeace, Indatier Monde ou Article 19. Monsieur Kanouté a été aussi consultant pour des gouvernements africains sur les questions de protection sociale, d'environnement, entre autres. Il siège dans des conseils d'administration et comités de pilotage, comme c'est le cas au sein de la coalition des organisations de la société civile. Merci beaucoup, M. Kanouté, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci beaucoup, Hassan. C'est moi qui devrais vous remercier de cette invitation. Et je voudrais saluer vos auditeurs et vos téléspectateurs. Très bien. En termes clairs, sur quoi vous vous concentrez en tant qu'ONG parce qu'on observe que vous vous intéressez à beaucoup de choses, beaucoup de secteurs de la vie, de l'alimentation scolaire aux télécommunications, en passant par la protection sociale, sans parler de l'énergie, etc., etc. Où est-ce que vous vous situez exactement? Quel est votre cœur de métier? Originellement, nous sommes SICODEV est une organisation de consommateurs. Et donc, notre cœur de métier, c'est comment favoriser l'accès des citoyens, des consommateurs aux services sociaux de base. Et particulièrement les consommateurs et les citoyens les plus défavorisés. C'est ça qui nous guide au quotidien, dans notre réflexion, dans notre vision, notre mission. Faire en sorte que ces citoyens consommateurs, et particulièrement les plus défavorisés, puissent être capacités de manière à pouvoir demander la satisfaction de leurs besoins essentiels, se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner. Voilà notre cœur de métier. Et nous l'appliquons à 5 domaines prioritaires. Premier domaine prioritaire, c'est l'accès à l'alimentation. Deuxième domaine prioritaire, l'accès à la santé. Troisième domaine prioritaire, l'accès à l'eau et l'assainissement. Quatrième domaine prioritaire, l'accès à l'énergie. Et enfin, l'accès à l'alimentation durable, saine et nutritive. Voilà les 5 domaines sur lesquels nous travaillons et nous les appelons aussi des programmes prioritaires ou des programmes verticaux. Vous pourriez me demander pourquoi verticaux? Parce que tout simplement, nous avons des programmes transversaux à ces 5 programmes prioritaires ou verticaux. Nous sommes une organisation de plaidoyer où il s'agit, en renforçant les capacités des citoyens et particulièrement les plus défavorisés, nous cherchons à créer une masse critique de citoyens et de consommateurs qui peuvent exiger plus de redevabilité des pouvoirs publics dans les politiques qu'ils sont censés mettre en œuvre dans ces 5 domaines. Mais vous ne pouvez gagner aucune bataille en plaidoyer si vous n'avez pas accès à l'information. Sinon, vous ne pouvez pas faire des plaidoyers documentés. Et c'est pourquoi la recherche joue un rôle extrêmement important dans tout ce que nous faisons à SICODEV. Vous ne nous prendrez jamais en flagrant délit de dire quelque chose que nous ne maîtrisons pas. On ne maîtrise pas, on n'en parle pas.
Ça, c'est une caractéristique de Sicodev. Donc, l'accès à l'information dans tous les 5 domaines prioritaires est le premier pas. La génération de connaissances sur la santé. Quelle est la politique de santé que l'État veut mettre en place? Comment elle met ça en œuvre? Et est-ce que les mécanismes de redevabilité sont en place? L'accès à l'information est le premier programme qui traverse ces 5 programmes verticaux. Deuxième programme transversal, c'est la transparence budgétaire. Vous ne pouvez mener aucun plaidoyer qui aboutisse si vous ne savez pas quel est le budget qui est mis dans la santé, si vous ne savez pas quel est le budget que l'État a affecté à l'accès à l'eau, l'assainissement. Et donc, c'est une fois que vous maîtrisez ce budget-là que vous êtes en mesure de savoir où passe le gros de ce budget. Est-ce que c'est dans l'achat de médicaments, s'il s'agit de santé, ou dans le personnel, ou alors est-ce que c'est dans l'achat d'équipements, de 4x4, ou dans les infrastructures? Alors, à partir de ce moment, vous êtes en mesure de parler de manière constructive avec les décideurs et de lui dire les citoyens les plus défavorisés ne peuvent pas satisfaire leurs besoins d'accès à la santé parce que le gros de votre budget passe dans l'achat d'équipements et de matériel de transport. La transparence budgétaire est le second programme transversal. Troisième programme transversal à ces 5 programmes verticaux, c'est le genre. Quel est l'impact de l'accès ou l'inaccès à l'eau pour les femmes et les filles? Quel est l'impact de l'accès ou l'inaccès à la santé pour les femmes et les filles? Il en est de même de l'énergie. Quel est l'impact de l'accès ou de l'inaccès des femmes et des filles au bois de chauffe pour faire la cuisine? Voilà les 5 programmes prioritaires ou verticaux qui sont traversés par ces 3 programmes transversaux. Vous noterez que ces 5 programmes prioritaires, c'est en fait de la protection sociale. Donc, pour revenir à votre question, quel est votre cœur de métier? Je pourrais la ramener à protéger le consommateur, faire en sorte qu'il soit averti, qu'il soit informé, qu'il puisse influencer les politiques pour pouvoir être protégé socialement, ne pas être laissé en bord de route pendant qu'une minorité se développe. D'accord, très bien. Nous reviendrons par le menu détail tout à l'heure sur certains de vos combats et certaines de vos activités, notamment auprès des maraîchers de Rufisque à Lendeg, là-bas, que vous avez soutenu dernièrement. Mais on va parler d'abord de l'actualité qui est éminemment politique. Est-ce que vous, d'abord, votre organisation s'intéresse assez ou relativement peu à la politique? Est-ce que vous êtes intéressé par la chose politique, notamment? La chose politique, dans son terme originel, oui. La gestion de la cité. Et tous les thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, les 5 thèmes prioritaires, c'est exactement cela, la politique. C'est de faire en sorte que les citoyens puissent être logés, nourris, pouvoir se vêtir et se soigner de manière adéquate. C'est la grande politique. Ça, c'est la bonne politique, je dirais. Mais évidemment, au Sénégal et dans plusieurs pays, nous avons aussi, à côté de cette politique, la politique dite politicienne, c'est-à-dire la bataille pour le pouvoir. Et là, il va de soi que nous, on est beaucoup plus en retrait de cela. Nous sommes beaucoup plus en retrait, à savoir, en tant qu'organisation de la société civile, ce qui est une première caractéristique, en fait, de la société civile, c'est d'être apolitique. Donc, tout naturellement, la chose politique et particulièrement politicienne, ça nous intéresse très peu. Par contre, nous savons, comme on le dit, si vous ne faites pas de la politique, ceux qui la font décideront pour vous. Et donc, nous, on se positionne quelque part où on dit il faut qu'on pèse sur les décisions. Est-ce que c'est cela faire de la politique? Si c'est cela, oui, je fais de la politique. Mais je fais de la politique pour que le plus grand nombre de citoyens
et particulièrement les plus défavorisés, puissent satisfaire leurs besoins essentiels. Très bien. Quant à la chose politique, ici, aujourd'hui, ben, ça a un impact sur ce que nous faisons. D'accord. D'autant plus que je vous disais, l'accès à l'information est extrêmement important pour une organisation de plaidoyer. Et alors, en regardant ce qui se passe autour de nous, il est absolument utile que nous puissions avoir un environnement paisible, un environnement apaisé, pour que nous puissions dérouler ce que nous voulons faire en matière de développement. Et alors là, on a en face de nous, évidemment, les politiques, ceux qui briquent les suffrages et qui viennent nous dire, durant la campagne électorale, si vous m'élisez, je ferai en sorte que vos enfants puissent aller à l'école. Si vous m'élisez, je ferai en sorte que vos femmes ne souffrent pas de l'accueil dans les structures hospitalières. Si vous m'élisez, je ferai en sorte que les citoyens puissent accéder à de l'énergie qui leur permette de pouvoir faire la cuisine, de pouvoir réfrigérer leurs vaccins, de pouvoir faire en sorte que chacun d'entre vous puisse avoir du courant à la maison, parce que ça permet à vos enfants de travailler. D'accord. Cette politique, nous y sommes. D'accord, très bien. On est toujours dans l'actualité. Il y a un vent de liberté qui souffle un peu dans le pays ou dans le landerneau politique, parce que des figures politiques ont été libérées et qui ont retrouvé la chaleur familiale. Vous, en tant que mouvement de la société civile, vous dites que c'est une bonne nouvelle, ça participe à l'apaisement général. Est-ce que vous en trouvez une forme de satisfaction que Absolument. des politiciens... Absolument. Hein? On ne peut rien construire sans la paix. On ne peut rien construire sans un environnement qui est prévisible. Regardez comment les élections ont été pratiquement malmenées. Ça a créé un environnement imprévisible où la société civile ne savait plus à quoi s'en tenir en attendant de savoir est-ce que le Conseil constitutionnel va accepter la date du 24 telle que proposée par le chef de l'État. Et donc, nous sommes absolument pour tout ce qui peut amener la paix sociale dans le pays, parce que c'est en ce moment que vous pouvez avoir un dialogue structuré avec ceux qui briquent les suffrages pour diriger ce pays demain. Et donc, à cet égard, nous saluons cela. Mais encore plus intéressant, il y a au moins deux impacts que nous avons sentis avec tous ces soubresauts politiques. Le premier, c'est que le Sénégalais découvre que le président de la République peut être bloqué par un autre corps, le judiciaire. Dans notre perception, vrai ou faux, dans notre perception, c'était que la justice était complètement à l'attrait de l'exécutif. Et alors, aujourd'hui, on nous dit, le Conseil constitutionnel peut dire non au président de la République. Le Conseil constitutionnel, en matière d'élection, est très clair sur voilà quand est-ce que les élections doivent se passer et voilà comment ça doit se passer dans les conditions dans lesquelles cela doit se passer. Les Sénégalais découvrent ça. On avait toujours pensé que le président, et on dit un régime présidentiel, très fort, et il n'y avait personne en face pour lui dire non. Aujourd'hui, la démarcation est nette entre l'exécutif, le judiciaire. Le législatif, on verra après. Mais aujourd'hui, pour l'exécutif et le judiciaire a montré qu'il avait la possibilité de dire non à un chef d'État. Ça, les citoyens lambda le découvrent. D'accord. Il y a aussi c'est important. Il y a aussi la Cour suprême qui a presque dit qu'il faut tourner la page, quoi. Tout à fait. La deuxième chose qui a eu vraiment un impact, c'est ce débat sur les doubles nationalités.
Ouais. Il est extrêmement important à ça. Il faut que nous puissions nous assurer que nous avons élu des présidents de la République qui sont des Sénégalais. Pas moitié poisson, moitié viande. Non. Il faut que ce soit des gens qui mettent leur cœur sur le Sénégal, leur vie sur le Sénégal, mais pas être écartelés entre des intérêts qui peuvent être divergents. Ce débat, il était bon de le poser. C'est ça. Ça a été posé avec les résultats que nous savons. Même si ça laisse un goût d'inachevé, parce que le bruit circule encore qu'il y a quelques autres candidats qui ont des doubles nationalités, le fait que les débats aient été posés cette année, c'est quelque chose de neuf et de nouveau. Deux impacts qui me restent extrêmement importants. Très bien, mais il y a un débat qui n'a pas été posé, à mon avis. C'est celui-là, bon, on peut élire un chef d'État, après il va chercher une autre nationalité. Donc il faut être vigilant à tous les coups. Il va chercher quoi? Bon, en fait, avant l'élection, Oui. on vous demande d'être exclusivement sénégalais. Mais après qu'on vous a déjà élu, vous pouvez aller chercher une autre nationalité. Ça revient au même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais en fait, on a 19 candidats. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'avec ces 19, il y a beaucoup de quantité à la place de la qualité? Est-ce qu'il n'y aurait pas assez de confusion? Est-ce que vous êtes en train d'entendre ce que disent ou proposent les 19? Ils ne sont pas toujours très audibles, mais enfin, pour venir à votre préoccupation quant au nombre, c'est extrêmement difficile parce que nous ne pouvons pas avoir une démocratie censitaire qui dise, voilà, cette frange de la population ou des gens qui ont des moyens ou alors qui sont à certains postes sont ceux qui peuvent prétendre diriger ce pays. Non. Mais alors, la question c'est comment on s'y prend. Le Sénégal a tenté l'approche par le parrainage, qui permet au moins d'éliminer dès la première étape des candidats qui n'arrivent pas à avoir un certain nombre de suffrages derrière eux. Ça, c'est une manière. Quel que soit le débat qui peut se poser sur le parrainage, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, mais le résultat, c'est qu'on est passé de presque 200 candidats à 19 candidats aujourd'hui. Donc ça, de l'effet. Ça, c'est important. Nous ne pouvons pas non plus dire seuls les candidats qui ont les moyens de pouvoir prétendre à accueillir, à briguer nos voix, devront être présentés. Ça, je l'ai dit, on ne peut pas se permettre cela. Il faut une élection inclusive. Quiconque qui estime qu'il a les moyens, les capacités mentales, physiques, matérielles pour pouvoir diriger ce pays, on doit lui laisser la chance de se présenter devant les Sénégalais et de dire « votez pour moi ». Et alors, nous nous retrouvons évidemment dans des situations où il peut arriver qu'on se trouve avec un trop plein de candidats et que nous soyons obligés de mener des élections sur 12 ou 3 jours. Ceci aussi, ça coûte extrêmement cher et on n'est même pas sûr que nous allons avoir vraiment la bonne graine à l'issue de toutes ces élections, ce qui est le deuxième terme de votre question. Est-ce qu'on arrive à avoir les bons candidats? Est-ce que, vous voyez? Alors donc, cette question, elle est extrêmement difficile, mais moi je penche pour quiconque peut, quiconque veut accéder à la fonction suprême dans ce pays, on doit lui donner la possibilité de le faire. C'est ça. La bonne graine, vous l'avez dit, est-ce que vous ne craignez pas qu'au sortir de l'élection,
que le Sénégal se donne un président par défaut, par exemple? Ben, on nous critique souvent pour dire que le Sénégalais ne sait pas élire, mais il sait plutôt déélire. Ouais. Et ça, c'est une caractéristique. Mais à y regarder de près, il y a certainement là quelque chose dont il faut se féliciter. C'est que les Sénégalais ont compris que la carte a une valeur. La carte de vote, la carte d'électeur a une valeur. On a réussi à faire partie des présidents qui avaient pensé qu'il n'était pas possible de les faire partir. Le peuple en a décidé autrement et on en a fini avec eux. Donc, aujourd'hui, le peuple sénégalais découvre cette force de la carte d'électeur. Et cela est extrêmement important parce que c'est la base de la démocratie. Maintenant, il peut effectivement arriver que nous élisions par défaut. Nous élisons par défaut, mais quiconque est élu par défaut et au bout d'un certain temps montre ses failles, montre qu'il ne sait pas être responsable des promesses, il ne sait pas porter sur ses épaules les promesses qu'il avait faites, on a vu ce que ça a donné. Et donc, les Sénégalais aujourd'hui en sont arrivés à un moment où ça devient un peuple sage en matière de démocratie, qui se dit en grande partie, la majorité des Sénégalais, qui se disent j'ai ma carte et j'attendrai le jour du vote. Justement, il y a une association qui a été spontanée un peu, qui a été montée à Arsenu Élection par beaucoup de sociétés civiles. Vous n'en faites pas partie, vous? Ars Sénégal, c'est des amis. Ars Sénégal, c'est des... Arsenu Élection, quoi. Hein? Arsenu Élection, ça s'appelait, ouais. Ars Sénégal, ouais, pardon. Arsenu Élection, c'est des amis, c'est des partenaires avec qui nous cheminons, avec qui nous avons un bon compagnonnage. Mais il va de soi que notre focus étant plus sur le développement, s'il y a d'autres organisations qui ont la possibilité de s'attaquer au landerneau politique sur des questions d'élection, Sycodev préfère les laisser faire. On n'interviendra nulle part où nous n'avons pas de capacité interne à pouvoir vraiment avoir un impact sur ce que nous cherchons à changer. Nous cherchons vraiment de l'impact. Et je dois avouer que les collègues, les amis qui sont dans Ars sur nos élections ont fait un excellent boulot de sensibilisation, d'éveil des consciences sur ce qu'est la démocratie, sur ce qu'est le rôle du citoyen quand on essaie de jouer avec les institutions de ce pays. Ils ont réussi ça. Il faut qu'on leur tire notre chapeau. Très bien. Et puis, on vous fait beaucoup de reproches, vous, acteurs de la société civile. Un ancien président avait dit de vous que, bon, peut-être vous n'en faites pas partie puisque vous êtes beaucoup plus dans la réflexion et le développement, que beaucoup de sociétés civiles font de la politique sans avoir le courage de l'assumer. Vous, c'est pas votre affaire, ça. Mon sentiment sur ça, c'est que qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Il va de soi que ce que nous faisons, je l'ai dit, est politique. C'est politique, donc parfois on gêne, parfois on dérange. Et donc, il est tout à fait normal pour un politicien qui ont toujours un peu cette phobie d'être entouré, de toujours dire tout le monde est contre moi, cette vision machiavélique où on partage en noir et en blanc, en bon et en mauvais. Mais il arrive très souvent que les politiciens, juste pour pouvoir se donner une marge de manœuvre, accusent les acteurs de la société civile d'être des politiciens. Mais nous sommes politiques. La gestion de la cité, on ne peut pas la laisser juste aux élus. Et c'est pourquoi partout aujourd'hui, on ne parle que de co-construction. On ne parle que de co-développement. On ne parle que de concertation. Aucune politique publique n'est durable
si elle n'est pas soutenue par ceux pour qui cette politique est faite. Ouais. Vous ne pouvez pas faire une politique à l'encontre de ceux que vous gouvernez. Le résultat, c'est quoi? C'est ce que nous avons dans la rue, c'est les manifestations, c'est ce que nous avons dans les médias, les invectives. Hein? Et donc, la seule politique qui vaille, c'est celle qui va dans le sens de l'intérêt général. Ouais. C'est celle qui va dans le sens de dire vos besoins sont dans le secteur de la santé, je les ai bien compris et je vais travailler à ce que les ressources qui sont générées par ce pays, nous puissions affecter une grosse partie de ces ressources pour la satisfaction de vos besoins pour accéder à la santé. Très bien. Vous avez des problèmes d'accès à l'énergie. Nous allons prendre les ressources de ce pays, le gros de ces ressources, pour pouvoir affecter cela à ce que vous, citoyens, vous puissiez accéder à l'énergie. Mais si vous ne le faites pas, alors que lors de l'élection, vous êtes venus vers nous en nous disant, si vous m'élisez, je ferai en sorte que vous puissiez avoir accès à la santé de qualité. Mais il est de notre droit, et c'est cela la citoyenneté active, il est de notre droit de nous lever et de dire, mais pourquoi nous ne pouvons pas nous soigner correctement? D'accord, d'accord. Si c'est cela la politique, nous la faisons tous. C'est ça. En fait, si on ne vous accuse pas d'être un peu, en fait, d'avancer un peu masqué, quelque peu masqué, on vous accuse, société civile, pas vous directement, d'être des rentiers de la tension. C'est-à-dire, vous faites semblant de demander à tous d'être des gens de paix, etc., de ne pas déranger la tranquillité civile. Mais au fond, s'il y a de la tranquillité, vous, ça ne vous arrange pas parce que vous n'aurez pas de, je ne sais pas, vous n'aurez pas de sujet. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si ce sont des attaques justifiées ou infondées qu'on fait à la société civile ou bien la société civile est en dehors de tout ça. Mais écoutez, aucune société n'est un long fleuve tranquille qui court. Non, ça, c'est pas vrai. Hein? Et n'importe quel politicien élu qui pense que, une fois qu'il est élu, on doit maintenir tout dans le statu quo, se trompe lourdement. Les politiques gèrent des personnes, des êtres humains, qui ont des besoins qui évoluent, qui ont des besoins qui peuvent changer d'un point à un autre. Mais alors, s'ils n'arrivent pas à percevoir très tôt ces changements dans les mentalités, dans les comportements, mais surtout dans les besoins, et c'est là qu'ils seront confrontés à un peuple et dans leur surprise, ils verront que les gens se lèvent alors qu'eux estiment qu'ils sont en train de faire des routes, qu'ils sont en train de construire des aéroports, qu'ils sont en train... Vous voyez, pendant que les gens disent, non, c'est la demande sociale qui est plus importante pour nous. C'est la satisfaction de nos besoins prioritaires qui est plus importante pour nous. Ou alors c'est tout simplement la bonne gouvernance qui est importante pour nous. Pendant que vous estimiez que faire des routes, faire des hôpitaux, était la priorité. Oui, c'est la priorité des citoyens, mais les citoyens disent par ailleurs, nous voulons l'équité. Hassan mérite quelque chose, on lui donne la méritocratie. Voilà ce dont les citoyens peuvent avoir le plus envie, de plus de liberté. Ce n'est pas les infrastructures qui vont vous donner la liberté. Et donc, ce jeu de yo-yo entre satisfaction des besoins et certains de ces besoins qui ne sont pas tangibles comme ça, ça c'est souvent un problème que les politiciens ont. Et donc très souvent, ils sont en déphasage avec leur peuple. Et ils ne s'en rendent compte que le jour où ils voient les gens déferler dans la rue pour se poser des questions et avoir souvent des réactions violentes. D'accord, très bien. Avant d'en revenir donc au combat et au plaidoyer de SYCODEV, il y a encore d'autres
question sur comment fait la société civile pour vivre, pour mener à bien ses activités. Parce qu'on vous fait également ce procès sur le manque de transparence. Tout à fait. Quels sont vos partenaires et est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure de nous dire comment SICODEV est financé et par qui? Absolument, absolument. Vous allez sur notre site ou nos rapports annuels, vous trouvez la liste complète de tous nos partenaires techniques et financiers. Mais vous voyez, cette accusation, il faut la relativiser. Et à mon sens, oui, la majeure partie des ressources avec lesquelles nous travaillons vient de partenaires extérieurs. Mais vous savez, c'est aussi dû au fait que l'État ne joue pas son rôle de redistribution pour certaines activités qui ne sont pas nécessairement de son ressort. Faire certaines activités que l'État ne peut pas nécessairement faire ou ne le ferait pas tout aussi bien que la société civile le fait. Aujourd'hui, SICODEV a un programme santé et protection sociale. Ce programme, il est financé par la coopération luxembourgeoise, où il s'agit de sensibiliser sur les maladies non transmissibles, sur l'adhésion aux mutuelles de santé, sur le renforcement de la gouvernance des CDS, des comités de développement sanitaire, et sur le SAMU. Ce programme, la manière dont c'est structuré, c'est une approche triangulaire. Partenaires techniques, État et société civile. Où le partenaire technique et financier s'aligne sur les priorités qui sont définies par le gouvernement. Mais dit aussi pour plus d'efficience et d'efficacité dans l'utilisation des ressources, nous souhaiterions que ce travail puisse être fait par une organisation de la société civile. Et donc, nous sommes dans ce programme avec le ministère de la Santé, SICODEV comme agence d'exécution, organisation non gouvernementale qui met en œuvre ce programme, qui est financé par l'UXDEV. Mais alors, c'est cela qui doit être l'esprit partenarial. Et nous avons dans ce programme un très beau partenariat avec le ministère de la Santé, avec qui nous travaillons et qui nous laisse toute l'autonomie pour faire le travail sur le terrain, qui nous facilite à travers les médecins chefs de région, à travers les gouverneurs, préfets, sous-préfets, le travail que nous devons faire à la base. Très bien. Je voudrais rappeler à cet égard quelque chose qui avait vraiment marqué le développement de SICODEV. Quand le chef de l'État a décidé de mettre en place la couverture maladie universelle, et qu'il a dit nous voulons travailler à ce que 80% de la population de ce pays puisse accéder aux soins de santé sans tomber dans la pauvreté. SICODEV, on a levé la main et on a dit ce programme est un bon programme. C'est une bonne politique publique parce qu'elle cherche à faire en sorte que 80% de la population qui est exclue de l'accès aux soins de santé puisse accéder à ces soins de santé. Très bien. Nous, on s'est engagés. Mais vous savez quoi? Nous avons décidé de faire de la veille citoyenne pour voir l'effectivité de la CMU sur le terrain. On a mis en place des observatoires de la CMU dans toutes les régions, 15 régions du Sénégal, où on veille. Est-ce qu'il y a des médicaments? On fait des enquêtes et on publie ces résultats lors de conférences de presse, mais aussi à travers une note qu'on a envoyée au ministre de la Santé. Mais vous savez pourquoi ça a marché tout cela? C'est parce qu'en son temps, le ministre Eva Marie-Coll Seck, professeur Eva Marie-Coll Seck, avait pris sa plume et a écrit à tous les gouverneurs, les autorités administratives et sanitaires décentralisées, pour leur dire, SICODEV,
a choisi de faire de la veille sur l'effectivité de la CMU à travers des observatoires et ont donc besoin d'accéder à l'information. D'accord. Je vous instruis de leur apporter toute l'aide, toute l'assistance nécessaire pour que SYCODEV puisse faire ce travail, parce que la CMU, c'est un chantier phare du chef de l'État. D'accord. Et bien voilà, D'accord. un bel exemple de comment société civile peut travailler avec les autorités étatiques. D'accord. Le dernier exemple, c'est quoi? La commission de régulation du secteur de l'énergie vient de mettre en place des comités consultatifs. Comité consultatif de l'administration, c'est tous les départements ministériels qui ont un intérêt dans l'accès à l'énergie. Comité consultatif des opérateurs. Les opérateurs, non seulement Sénélec, mais aussi, surtout, les opérateurs qui sont dans le solaire, dans les énergies renouvelables et consorts. Troisième comité consultatif, les consommateurs. Trois parties prenantes qui sont extrêmement importantes et la CRSE dit, pour que je puisse bien faire mon travail de régulation, nous allons consulter ces trois comités-là dans notre travail de régulation. D'accord. Voilà un autre exemple de comment la société civile peut travailler avec les autres parties prenantes du développement. Le développement, ce n'est pas seulement l'État, ce n'est pas seulement le secteur privé comme on avait eu tendance à le faire croire aux gens en disant que le secteur privé est le moteur du développement. Non, le développement, c'est ces trois parties prenantes-là. D'accord, très bien. Il faut qu'on rebondisse un peu sur... on est dans une campagne ou bien dans une atmosphère de campagne électorale. Est-ce que vous, en tant que société civile, vous sentez se développer une sorte de festival des grandes idées? Est-ce que les candidats ont de grandes idées selon vous? Et l'autre versant de la question, vous aviez l'habitude en temps de campagne électorale d'auditionner ou d'entendre, d'écouter les concurrents. Est-ce que c'est le cas pour cette année, compte tenu des délais qui sont extrêmement serrés? Qu'est-ce que vous pensez des idées qui sont en train d'être émises par les candidats? Et est-ce que vous avez eu à les entendre chez vous en tant que société civile? Nous avons l'habitude de faire ces auditions et cette année, nous les avons reconduites, mais avec un infléchissement dans l'orientation. En 2019, ce que nous avions fait, c'était d'inviter les candidats à venir nous présenter leur programme. Et nous avons rebondi sur ces programmes-là. C'était une approche plutôt réactive, où on attend qu'ils mettent en place leur programme et ils viennent nous les présenter, on les écoute et on rebondit sur ça. Cette année, nous avons décidé d'être plus proactifs. C'est-à-dire, cette fois-ci, nous cherchons plutôt à influencer, nous avons plutôt cherché à influencer l'élaboration de leur programme. La différence est là. Ils ont leur programme 2019, ils viennent, ils nous en parlent. Cette année, nous avons plus travaillé en amont pour influencer et pousser certaines de nos idées pour qu'elles soient prises en compte dans l'élaboration des programmes des candidats. Et alors, nous avons choisi 4 thématiques sur lesquelles nous, organisations de la société civile regroupées au sein du CRAFS, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, qui regroupe de grandes organisations, comme le CNCR, comme ENDA, comme plusieurs autres organisations, Access et consorts, l'ANFF, l'Alliance nationale des femmes et fonciers, le GDSP, le groupe de dialogue sur les politiques sociales. Nous nous sommes retrouvés et nous avons dit il faut qu'on soit plus structuré et plus focus. Est-ce qu'il y a des thèmes qui nous tiennent à cœur et sur lesquels nous aurions aimé influencer les programmes des candidats? On en a retenu 4.
Le premier, la gouvernance foncière. Il n'y a pas de paix possible s'il n'y a pas une gouvernance foncière qui soit inclusive, qui donne la possibilité à chacun des citoyens, des acteurs qui ont besoin d'une ressource rare qui est la terre, que vous soyez paysan, que vous soyez investisseur, que vous soyez État, que vous soyez collectivité territoriale, mais surtout que vous soyez paysan, vous avez besoin de la terre pour pouvoir vivre, pour pouvoir générer des ressources, pour créer de l'emploi. Donc on a dit, prenons la terre, parce qu'aujourd'hui, l'une des richesses que nous avons en Afrique, c'est le foncier. 60% des terres arables aujourd'hui dans le monde se trouvent en Afrique. Donc, premier point focus, le foncier. Deuxième question fondamentale sur laquelle nous avons dit qu'il nous faut influencer les programmes, souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Donc, il nous faut aller vers la souveraineté alimentaire dans les filières où nous en avons la capacité. Vous ne pouvez pas prendre les soins de santé primaires qui constituent le premier niveau d'entrée des citoyens. Quand vous prenez la pyramide sanitaire, à la base, vous avez les postes de santé, les centres de santé, sans compter les cases de santé et les sites. À la base. Donc 70% de la population de ce pays, c'est là. Et ces 70% vont se soigner. Un État consacre seulement 15% de ses ressources à cette base-là, à ces 70% de la population. Donc, quatrième axe prioritaire, c'est le dialogue social. Quels que soient les gains que vous avez dans le foncier, dans la gouvernance alimentaire, dans la gouvernance sanitaire, vous ne pouvez pas avoir la paix si vous ne créez pas des instances, des espaces où vous créez ce dialogue entre vous et ceux qui vous ont élus. D'accord. D'accord. Voilà les 4 actes sur lesquels nous avons commencé les auditions. Et cette fois-ci, non seulement nous le faisons au niveau national, mais surtout au niveau local. D'accord, c'est ça. Oui, il y a une question à laquelle je n'ai pas encore réponse. Est-ce que les idées que vous percevez de part et d'autre vous semblent flamboyantes ou est-ce que le niveau, de façon générale, en termes de candidats, le niveau a baissé? Bon, ce serait outrecuidant de ma part de porter un jugement sur ces candidats qui ont décidé de se présenter. Mais il va de soi que il nous manque quelque chose, c'est les débats qui permettent d'informer le public. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans un canevas rétréci. De 23 jours de campagne, ils se sont retrouvés à 12-13 jours. Et donc, ça a complètement emballé la campagne. Mais l'impression que j'ai, le sentiment que j'ai, c'est que les gens sont un peu détachés de cette campagne électorale comparativement à ce que nous avions dans le passé. C'est un sentiment, c'est une perception qui peut être vraie ou fausse. Mais le genre de débat, d'idées, la bataille des idées que nous avions dans le passé, avec ces possibilités d'entendre les candidats s'affronter, cela nous manque. Aujourd'hui, ils sont en train de sillonner le pays, ils n'ont de plutôt prêcher. Là, ils sont vraiment dans le prêche, où ils sont en train de dire « je vais faire, je vais faire, je vais faire ». Moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir la possibilité d'entendre les candidats, durant cette campagne, s'affronter sur des idées de programme, même s'ils ont leur programme, qu'ils puissent confronter cela avec le programme de tel autre candidat à travers les quelques minutes qu'ils ont à la radio, à la télévision, en répondant, en disant « nous avons entendu tel candidat dire que pour la santé, voilà ce qu'ils vont faire », mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça qu'on le perçoit.
Nous, avec les dialogues que nous avons créés au niveau local, je vous en parlais tout à l'heure pour ces auditions, c'est extraordinaire. Il y a 10 jours, on était à Bayard, où le réseau national des femmes rurales du Sénégal a organisé cette audition citoyenne et a pu regrouper les directoires de campagne au niveau décentralisé d'au moins 6 partis qui étaient là et qui sont venus pour présenter leur programme et ont eu des échanges entre eux. Chaque fois que l'un a présenté, l'autre, le suivant est venu en disant « Nous avons entendu tel, mais nous estimons que… » Ça nous manque. D'accord, très bien. Il nous reste quelques petites minutes. Je rappelle, et je le fais un peu tardivement d'ailleurs, que nous recevons M. Amadou Kanouté, qui est le directeur exécutif de l'ONG Sicodev Afrique. On vous a vu dernièrement aux côtés des agriculteurs, des maraîchers de l'Indeng, ici dans le département de Rufisque. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes du côté des plus faibles, ou bien vous êtes devenus des activistes, ou vous jouez le rôle du Robin des Bois, qui vous placez tout le temps du côté de ce qu'on opprimerait. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Indeng et quelles peuvent en être les conséquences? Nous sommes du côté des plus faibles. Et ici, c'est le cas. Si c'est des Robins de Bois, nous le sommes. Mais l'idée pour nous, c'est, voilà des paysans, des maraîchers qui sont dans une zone de 56 hectares où ils font de l'agroécologie. Culture, agriculture, sans utilisation de pesticides ni d'engrais chimiques. Le chef de l'État, au vu de cela, au vu de la situation géographique de cette zone qui s'appelle l'Indeng, a décidé par circulaire de faire de cette zone une zone agroécologique. Zone agroécologique pour au moins 2 raisons. La première, c'est que l'Indeng fait des produits maraîchers et nous sommes dans une ère pour aller à la souveraineté alimentaire et dans la filière horticole, l'Indeng et la zone des Niayes pour contribuer largement à cette souveraineté alimentaire dans le secteur horticole. Mais ce qui s'est passé là-bas, je ne vous coupe pas, ce qui s'est passé là-bas, il y a eu un projet de station-service et les maraîchers sont venus un peu dégrader ou détruire. Ils se sont fait justice. Et ça, dans un pays de droit, ça ne se fait pas. C'était ça les chefs d'accusation. Ah, d'accord. Mais les avocats ont plaidé en disant que la partie adverse a été prise en flagrant délit de mensonge. Parce que les 3 chefs d'accusation, 1, violence, n'a pas pu être prouvé ce jour-là au tribunal. 2, injure, ça n'a pas pu être prouvé. 3, destruction de biens, ça n'a pas pu être prouvé parce qu'il y avait un constat d'huissier que les avocats ont produit et qui disait de la bouche même des agents qui travaillent sur ce chantier qu'il n'y a pas eu de destruction. La question donc, elle revient au fondamental. Le fondamental ici, c'est quoi? Un chef d'État qui prend une circulaire et qui dit « je veux ériger cette zone en zone non édificandi », c'est-à-dire une zone où on ne peut pas construire. Je veux ériger cette zone en une zone agroécologique, que nous puissions avoir un sous-préfet qui abroge cette circulaire pour prendre un arrêté allant dans le sens contraire à la décision de la circulaire du chef de l'État. C'est ça qui est fondamental. Et ça pose une question de gouvernance. Et c'est ça la question à laquelle il faut que nous puissions trouver une réponse. Mais ils se sont retrouvés dans une situation où, fort du propos de l'institution chef d'État, ils ont estimé que le propos de cette institution avait force
et avait une valeur qui ne pouvait être transgressée par aucun autre, encore moins un subalterne. D'accord. Ils se sont retrouvés dans cette situation, mais ils ont marqué leur opposition à la construction de cette station d'essence. D'accord. Une station d'essence en plein dans une zone agroécologique où l'Indeng est coincé entre l'autoroute à péage, source d'émissions de gaz à effet de serre. De l'autre côté, une cimenterie, source de pollution, gaz à effet de serre. Troisième côté, des établissements humains, avec des logements, des climatiseurs, des activités économiques. L'Indeng, au milieu de ça, devient un poumon vert. L'Indeng devient une zone de séquestration de carbone. Mais alors, le choix c'est quoi? D'aller renforcer cette zone en tant que zone agroécologique ou de construire une station d'essence pour augmenter la pollution? Oui, ça c'est vrai. Il y a un peu de schizophrénie dans le pays, on peut le qualifier comme ça. C'est la fin de l'émission. Il y a une écrivaine, Axel Kabou, je pense, qui disait que l'Afrique, et si l'Afrique refusait le développement, vous intéressez beaucoup au développement. Est-ce que sa phrase-là, elle tient debout, hein, son interrogation-là. Axel Kabou est une grande amie à moi et je lui fais un coucou en passant. Et quand elle a écrit son livre, ça avait suscité beaucoup de débats. Et mon sentiment est ceci. Il faut qu'on s'entende sur ce que nous voulons comme développement. Ce que nous voulons comme développement, il faut que nous puissions dire voilà le genre de développement durable que nous voulons. Voilà le genre de développement qui met la personne humaine au centre de ce développement. Et à partir de ce moment, on n'aura pas les genres de pays qui ont des richesses extraordinaires avec des indices de développement très élevés pendant que la pauvreté est la chose la mieux partagée. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Kanouté. On se félicite de vous avoir accueilli ici dans le cadre du jury du dimanche sur iRadio et ITV. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité. Et bon dimanche à vous et ainsi qu'à nos auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup.